Bonjour Barbara Cassan, ravie de te retrouver. J'aimerais d'abord te remercier au nom de l'école de psychanalyse des forums de Charles-Lacanien de nous accorder un peu de ton précieux temps pour cet entretien en vue de notre première convention européenne qui aura lieu à Paris les 12 et les 13 juillet prochains, dont le thème est les dires des exils. Tu es philosophe, philologue, helléniste, écrivaine. Et tu es directrice de recherche émérite au CNRS. Tu as reçu la médaille d'or l'année dernière et tu as été élue aussi à l'Académie française. Quelle belle année! Oui. Tu t'intéresses au langage, tout spécialement à sa dimension performative, d'où l'intérêt que tu as toujours porté aux sophistes et aussi à la psychanalyse. Et cela n'est qu'une partie de tes travaux, parce que tu t'intéresses aussi aux langues et à leur traduction. Il serait plus juste de dire aux intraduisibles, à ce que tu appelles très joliment les symptômes de la différence de langue, ce qui ne cesse pas de ne pas se traduire. Donc tout cela t'a amené à construire un projet colossal qui a été le vocabulaire européen de philosophie, dictionnaire des intraduisibles, paru au Seuil en 2004, et qui est depuis traduit dans plusieurs langues et en cours de traduction encore dans d'autres langues. Réinventé. Réinventé. Comme tu ne t'arrêtes jamais, tu t'es lancé aussi dans un chantier tout aussi immense qui est crucial à tout point de vue sur les intraduisibles des trois religions monothéistes. Parmi tes nombreux ouvrages, je citerai tout particulièrement un livre que tu as publié en 2013 aux éditions Autrement, La nostalgie. Quand donc est-on chez soi? Dans ton livre sur la nostalgie, tu nous donnes quelques exemples d'exilés. Hein? Tu parles de l'exemple de l'Énée, qui, les héros de Virgile, qui, banni et exilé, a dû oublier ou laisser de côté sa langue, le grec, pour ne parler que d'une seule bouche. Je pense qu'il y a un vers comme ça, le latin. Oui. Et un autre exemple, un peu à l'inverse, que est celui de Hannah Arendt, qui, elle, a gardé sa langue. C'est pas à l'envers. Les deux, bon. Oui. Ce que tu dis montre que le focus est déjà sur le rapport à la langue. Oui. Bon. Et que, en effet, être exilé, c'est compliquer son rapport à la langue. Aîné, lui, parlerait volontiers encore grec. Simplement, au moment où il arrive à refonder une cité, le seul moment où il y arrive, c'est quand Junon arrête d'être en colère, et Junon arrête d'être en colère parce qu'elle a gagné. Qu'est-ce qu'elle a gagné? C'est Jupiter qui le dit. Il lui dit, écoute, d'accord. Et c'est là la citation que tu proposais, uno ore fecit latinos. Ils parleront d'une seule bouche, les latins. Bon, et c'est une seule bouche qui les fera latins. Donc, Aîné arrive à refonder une cité qui n'est plus du tout une autre Troie, mais qui est quelque chose de fondamentalement différent, à savoir Rome, la Rome d'Auguste, bon, puisque l'Énéide a été commandée par Auguste. Donc, la Rome de l'empereur, la Rome impériale, bon, et il la refonde, il la fonde en devenant italien, c'est-à-dire latin. Mais c'est beaucoup plus drôle que ça, puisque, en fait, d'une part, ce qu'on apprend et dans l'Énéide et partout, dans tous les historiens grecs et latins, c'est qu'au fond, les Grecs, ils étaient déjà des Latins, c'est-à-dire que c'était les Italiens qui avaient été en Grèce les premiers, et puis que les Latins, ils étaient déjà des Grecs, parce qu'au fond, les Grecs, ils étaient déjà là,
Bon. Donc l'origine est complètement bousculée de tous les côtés. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que le grec, ça continue à être une langue de Rome. C'est-à-dire que Rome a ceci de magnifique, et c'est pour ça que c'est un empire gagnant, si j'ose dire. C'est que Rome a 3 langues. Le latin, qui est la langue politique, et c'est cela que dit l'Énéide. Jupiter dit à Junon, oui, ben voilà, politiquement, ils seront tous latins. Donc tu as gagné, c'était protéger les Italiens, les Italiques, qui ont gagné sur les Grecs. Troie a bel et bien été détruite. Et donc il parle le latin, mais il parle aussi le grec, qui est la langue de culture, et puis il parle une 3e langue qui est la langue du lieu, le vernaculaire local. Donc les latins sont véritablement le modèle de ce que voudrait être l'Europe aujourd'hui. Hein. Trois langues. Alors, j'aime mieux pas savoir quelle est la langue de culture, hein, parce que le globish c'est quoi exactement. Bon. La langue politique, vraiment, enfin bon, la langue de quoi bon. Et enfin, en tout cas, quand l'Europe dit une plus deux, ou une langue plus 2 autres, elle essaye d'être latine. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en effet, Énée abandonne sa langue maternelle comme première langue. Ça ne sera plus sa première langue. Et ce que fait Arendt, elle abandonne quand même sa langue maternelle comme première langue. Quand elle est exilée aux États-Unis, que pour de bon elle est naturalisée, eh bien elle parle américain. Et elle fait ses cours en anglais. Et simplement, elle garde son accent. Et ça, c'est très beau. Et elle explique à Günter Gauss, par exemple, dans une très belle interview pour la télévision allemande, elle lui explique qu'elle a toujours voulu garder la langue sous la langue. L'accent, c'est la langue sous la langue. Elle l'a toujours gardé. Et elle a fait exprès de ne pas parler comme les Américains, de ne pas parler américain comme les Américains. C'est-à-dire qu'elle garde... Tu penses que ça a été voulu? Ah ben elle le dit, elle le dit absolument. Et elle dit, je ne suis pas comme ceux qui emploient les bonnes tournures. Je ne suis pas comme ceux qui font les idiotismes américains comme s'ils avaient toujours été, comme si c'était leur langue maternelle. Non, moi, ma langue maternelle, elle est là, dans l'arrière de ma tête. Et c'est très beau parce qu'elle le dit en anglais. In the back of my mind. Dans cette interview en allemand, tout au long de l'allemand pour Günter Gauss et la télévision allemande, elle passe à l'anglais pour dire, voilà, l'allemand, c'est ma patrie. C'est ma patrie. In the back of my mind. Il y a toujours les poèmes que ma mère me chantait, les berceuses, etc. Et ce qui a nourri ma culture. Donc, elle est véritablement transplantée, naturalisée, d'un terme atroce. Elle est naturalisée américaine, mais in the back of her mind, elle a toujours sa langue maternelle. Et elle dit que sa langue, c'est sa patrie. Mais ça veut dire quoi, sa langue maternelle? L'allemand, c'est sa patrie. Ça veut dire que la langue maternelle n'est plus la langue naturelle, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre le peuple et la langue. Et elle explique que, et ça c'est très, très important je trouve, très important même par rapport à l'exil, elle explique qu'elle ne s'est jamais sentie appartenir à aucun peuple, ni allemand, ni juif, mais que, en revanche, elle appartient à sa langue. Alors, ça en dit très long sur le fait que Énée était pour de bon un exilé, et le fait que Arendt est pour de bon un autre genre d'exilé. Oui, oui, c'est ça. C'est une exilée qui garde sa langue, comment dire, comme une nature non naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une distance qui s'instaure entre cette langue qu'on parle quand on est, bon, et qu'on peut croire la seule langue possible, c'est ce que faisaient les Grecs. Hellénizein, c'était la seule langue, c'était le logos par excellence, et les autres c'était des barbares, blablabla, on ne comprenait rien. Bon, eh bien, il y a un écart entre la langue maternelle qu'on pourrait croire naturelle et
la pluralité des langues, ce que la pluralité des langues nous dit de ce qu'est une langue. Et autrement dit, l'intérêt de l'exil, c'est peut-être qu'on se rend compte qu'on parle une langue, c'est-à-dire qu'on a une langue qui est à soi. Et il faut en parler au moins deux pour le savoir. Avec une seule langue, on ne sait pas qu'on en parle une. En effet. Donc il en faut au moins deux pour savoir qu'on en parle une. Alors au fond, Aîné, peut-être qu'il ne sait plus qu'il parle latin, puisqu'il n'en a plus qu'une. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, l'Empire romain est plus intelligent que ça, et il en a trois. Mais Arendt, elle sait qu'elle parle américain quand elle parle américain, parce qu'elle sait qu'elle avait une langue, l'allemand, qui est sa patrie. Sa patrie, mais pas ses racines, pas son peuple. Il ne reste que la langue, non? Elle dit dans... Seule demeure la langue maternelle. Oui. Et avoir pour patrie sa langue. C'est quand même pas la même chose que d'être enraciné dans une terre, dans une race et dans un peuple, comme dit Heidegger, par rapport à la langue allemande. La manière dont Arendt pense son rapport à la langue et à sa langue maternelle, elle est véritablement à comprendre par différence avec la manière dont Heidegger pense l'allemand. Et pense l'allemand comme plus grec que le grec, c'est-à-dire encore plus langue par excellence, la langue de l'être. Et lui, il dit que c'est une langue authentique, enracinée dans une race et dans un peuple. Alors qu'elle dit, moi, je ne me suis jamais sentie appartenir à aucun peuple, ni allemand, ni juif. Mais j'ai une langue, celle dans laquelle je rêve, celle dans laquelle ma mère me berçait, celle dans laquelle j'ai entendu les premiers poèmes. C'est un très très beau rapport à la langue qui est finalement celui vraiment d'une exilée. C'est-à-dire qu'elle elle est tendue entre deux mondes. C'est la tension qui vit chaque exilé. Oui, sûrement, à condition qu'on les naturalise pas trop. C'est-à-dire qu'on ne les intègre pas trop, c'est-à-dire qu'on ne leur dise pas, comme on a dit très longtemps aux enfants qui arrivaient, asseyez-vous et taisez-vous. Et si vous parlez, parlez français. C'est-à-dire qu'on ne les oblige pas à parler la langue d'arrivée, mais qu'on entende l'écart entre les langues et qu'on entende l'apprentissage de ce qu'est une langue dans l'écart entre les deux. Moi, je travaille beaucoup avec des classes de primo-arrivants et avec aussi ce qu'on appelle des CHU, c'est-à-dire des centres d'accueil. Et là, on voit très bien que quand on commence à travailler entre les langues sans du tout éradiquer, sans du tout chercher à éradiquer la langue maternelle de départ, eh bien, les mondes s'ouvrent, et s'ouvrent l'un à l'autre. Alors que sinon, on enseigne très bêtement, comme on enseigne aux enfants en maternelle, et on réduit les gens qui arrivent à être des petits-enfants bêtes. On les prive de ce qu'ils savent et de ce qui peut leur permettre de comprendre ce qu'est une langue dans l'écart entre deux. On peut comprendre qu'on demande que quelqu'un qui veut être français possède la langue française d'une manière ou d'une autre. Maintenant, les tests d'aptitude, ils sont compliqués. Moi, j'en ai vu un certain nombre. J'ai vu, par exemple, j'ai comparé avec les naturalisations en Allemagne. Bon, alors en Allemagne, je sais, par exemple, j'ai vu qu'on demandait qu'est-ce qui s'est passé à telle date de très important. Eh bien, c'était que l'Allemagne avait gagné la Coupe du Monde de foot. Bon, ce genre de truc, c'est complètement... Qu'est-ce qui fait qu'un Français est français? Qu'est-ce qu'il a à savoir pour être vraiment français? Il faudrait vraiment regarder ça de tout près. Et avec des amis, on est en train dans une association qu'on vient de créer, qui s'appelle Maison de la Sagesse Traduire, on est en train de faire un glossaire de la bureaucratie française pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande aux gens qui arrivent, à ceux qui ne parlent pas encore français, quel type de papier on leur demande de remplir.
qui sont réellement impossibles. Quand on demande à un Malien quelle est, par exemple, sa date de naissance, il a beaucoup de mal à la dire, et souvent. Et je travaille à Aubervilliers, dans la commune d'Aubervilliers, avec les gens de l'état civil, et en parlant comme ça avec les communautés maliennes, et les associations, et les Maliens qui arrivaient, eh bien, on s'est aperçu que on dit plutôt, en soninké, on dit plutôt Never. Il n'y a pas vraiment une date de naissance, on dit Never. Et on dit Never pour des raisons très précises, qui sont que, au fond, quand on donne sa date de naissance, on donne un pouvoir sur soi. Donc, on n'a pas tellement envie de le donner, et sûrement pas au mec qui est en face. Et donc, du coup, les gens de l'état civil d'Aubervilliers se sont exclamés oh, « Mais on comprend pourquoi il y a tant de Maliens qui sont nés le 31 décembre ou le 1er janvier. » Ah oui, parce qu'ils donnent n'importe quelle date. Non, ils donnent celle-là, parce que voilà, bon, voilà. Donc, ce genre de choses, c'est des choses extraordinaires. C'est véritablement, voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est qu'est-ce qui se passe entre les langues qui a à voir avec les cultures. Et qu'est-ce que c'est qu'un exil? C'est-à-dire, on demande de changer de culture. Donc il faut rester entre, il faut surtout passer entre. Et c'est ça la traduction. Je pense que le ek de exil, hors d'eux, sauter hors d'eux, ce ek, il n'est au fond rémunérable que par, au sens malarméen du terme, hein, que par du trans. C'est le trans, qui peut rémunérer le ek. Et c'est pour ça que je m'intéresse tellement à la traduction. Donc cet espace entre, tu as un chapitre sur ça, justement. Hein, parce qu'aujourd'hui, oui. Parce qu'aujourd'hui, en effet, pour quelqu'un qui arrive en Europe ou en France, on essaye à tout prix de les imposer, d'assimiler la culture du pays d'arrivée. Mais je comprends qu'on fasse ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis que ça n'est possible que si on leur laisse la leur et qu'on fait la comparaison. Et qu'on travaille entre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre la langue ou la culture du pays dans lequel on est. Bien sûr qu'il faut, si on veut y rester, si on veut que ça soit harmonieux, si on veut que... Bref, si on veut s'intégrer. Avec tout ce que ce terme peut avoir d'horrible. Mais bon... si on veut s'intégrer, il faut bien comprendre comment fonctionne le lieu d'arrivée. Mais pour autant, il est atroce que le lieu d'arrivée vous demande d'oublier le lieu de départ, c'est-à-dire la première langue. Et c'est véritablement entre les deux que les choses intéressantes se passent, y compris de chacun des deux côtés. Donc le glossaire qu'on fait, il est autant pour les migrants qui viennent que pour la bureaucratie qui reçoit et l'administration qui reçoit. Et c'est véritablement comme ça que quelque chose peut s'inventer d'un peu hospitalier avec le double sens de hôte, en français comme dans beaucoup de langues latines, comme en grec, xénos, ça désigne à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et ça, c'est une réciprocité géniale. Alors que, en latin, on a déjà du mal, parce que il y a hospes, celui qui accueille, et puis hostis, celui qui est accueilli. Mais hostis, c'est hostile, hein, ça donne ennemi, hostilité. C'est pas la même chose du tout. Voilà. Il n'y a pas de réciproque. Bon, ce qui est intéressant, c'est de travailler la réciproque, et la traduction, c'est ça. De toute façon, comme tu l'as dit, je te cite, la marque de l'exil implique, c'est une transformation du rapport à la langue, de toute façon. Hein. Et tu dis, l'exil dénaturalise la langue maternelle. Oui, parce que tu ne crois plus, tu ne peux plus croire qu'elle est la seule possible, c'est-à-dire qu'elle est naturelle. C'est ça. La nature de la langue, c'est d'être unique. Bon, c'est ça. Les Grecs, logos et barbare. Ça, c'est le modèle de la naturalité
de la langue que l'on parle. Mhm. C'est le modèle de l'appropriation de l'universel. Ce contre quoi je ne Voilà. cesse de militer. J'ai été pédagogue d'adolescents psychotiques à un moment dans ma vie. C'était au centre Étienne Marcel, donc là où Dolto exerçait, mais je n'ai pas trop vu Dolto, moi. Et évidemment, tous ces enfants, tous ces adolescents avaient des troubles de langage terribles. Donc il y en avait qui ne parlaient même pas, qui n'étaient pas vraiment mutiques, mais plutôt pire que mutiques. C'est-à-dire, je me souviens d'un enfant qui s'encadrait comme ça, comme s'il était dans une télé. Et il pensait que son père était à la télé, ou je sais pas quoi. Et donc il crachotait comme une télé démolie. Bon, il y avait toutes sortes de troubles de langage. Et un jour, je ne sais pas comment c'est venu, je me suis dit que, en face, ils avaient un trouble de langue maternelle. J'ai pensé à ce syntagme, langue maternelle. Je me suis dit, bon, c'est pas étonnant que ce soit difficile pour eux, qui, alors, en plus, ils étaient quand même, au moins 50% étaient dans des familles d'accueil, hein, étaient des mômes sans parents ou abandonnés. Bon. Et donc, je me suis dit, mais voilà, langue maternelle, qu'est-ce que c'est? Et j'ai pensé qu'il fallait peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils en avaient une de langue maternelle. Et alors je me suis mise à écrire du grec au tableau. Il faut vraiment être fou, mais, comme moi, pour faire ça. Mais donc j'ai écrit du grec au tableau. Et là, ils se sont rendus compte que ça, vraiment, c'était pas leur langue. Ça, vraiment, ils pouvaient même pas lire. Mais j'aurais pu écrire de l'arabe ou du chinois, juste je savais le grec. Bon. Donc j'ai écrit du grec au tableau. Et ça a fait un instant de sidération. Et ce grec, j'ai pris une phrase du Cratyle de Platon. Bien choisi. Oui, parce que dans le Cratyle, Socrate et Cratyle, bon, s'étripent sur l'origine du langage, mais est-ce que c'est quelque chose de conventionnel ou pas, etc. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent les étymologies les plus opposées au même mot. Et ça, c'est très intéressant. Ça peut vouloir, par exemple, vérité, ça peut vouloir dire quelque chose comme une course rapide, ou bien quelque chose comme un arrêt, une stabilité sur une image, sur quelque chose de stabilité. Bon, et donc, j'ai commencé à lire le Cratyle de Platon, en grec et en français, avec eux. Et à ce moment-là, je voyais que on voit bien quand ça bouge, ça bougeait, tout bougeait. Et il y en a un qui a levé le doigt et qui m'a dit « Madame, j'ai compris. J'ai compris l'étymologie de concierge. » C'était vraiment génial. Et tout bougeait comme ça. Et donc, on a essayé d'expliquer ensemble ce qui se passait. Mais ils avaient conscience qu'ils avaient une langue plus maternelle qu'une autre, à savoir qu'ils comprenaient normalement le français. C'était plus normal, plus maternel que ce grec étrange écrit au tableau. Mais en même temps, qu'est-ce que ça voulait dire une langue maternelle? Ça pouvait dire qu'on pouvait jouer avec et qu'on pouvait inventer avec. Et c'est ça qu'on faisait. Avec concierge, c'était visiblement ça. Projeter, après, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein, bon. Mais voilà. Et ça, pour moi, c'était une expérience à la fois très imprévue et très, très forte, parce que j'avais l'impression de mettre en pratique quelque chose que je n'avais même pas compris avant de le mettre en pratique. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et après, on a fait un journal, après on a fait beaucoup de choses. On a été expliquer ce qu'on faisait aux putes de la rue Saint-Denis, ou de la rue Étienne Marcel, puisque c'était le quartier des putes. Ouais, mais bon, enfin, bref, on a continué à inventer. Bon, voilà. Alors, ça, c'était peut-être mon rapport le plus
le plus inattendu et le plus fructueux à quelque chose de l'ordre de la langue maternelle. Là, je suis en train de fabriquer une exposition à la Vieille Charité à Marseille sur les objets migrateurs, pour essayer justement de familiariser tout le monde avec la notion de migration, et que ça ne soit plus quelque chose de tragique, une migration, quelque chose d'horrible et qui fait peur. Les civilisations se sont constituées par migration. Les peuples se sont constitués par migration. Oui, donc d'accord, on peut dire que tout le monde est migrant à un moment ou à un autre. Bon, d'accord. Mais oui, voilà. Et quels seraient les objets de migration? Non, les objets migrateurs, tous. Migrateurs. Tous. Tous les objets sont des objets migrateurs, y compris les hommes. Les hommes sont des objets, les langues, les musiques, les cuisines, tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quel type de transformation ils subissent. Quels sont j'essaye de faire une typologie des transformations. Mais pour revenir à ta question, c'est vrai que... Alors, je crois qu'on peut dire, sans trop se tromper, que les hommes ont toujours migré, enfin, c'est le mot de migrer qui est compliqué. Hein. Enfin, ils ont bougé. Bon, voilà, on peut appeler ça migrer. Et c'est comme ça que, par croisement, par superposition, par transformation, que les civilisations se sont faites. Bon, les cultures, les civilisations ne sont pas pures, il n'y a pas d'origine pure. Bon. Ouais, une fois qu'on a dit ça, on peut se demander ce qui se passe aujourd'hui. C'est là où et c'est là où Arendt, où je trouve que Arendt est magnifique. Parce que, alors là, ça vaut le coup de la citer pour de bon et avec exactitude. Elle dit, enfin, je peux peut-être le lire ça. Elle dit, manifestement, personne ne veut savoir que l'histoire contemporaine a engendré un nouveau type d'êtres humains, ceux qui ont été envoyés dans des camps de concentration par leurs ennemis et dans des camps d'internement par leurs amis. C'est d'une violence absolue, et c'est pour ça que nous avons fondé les Maisons de la Sagesse, autour de cette phrase, que nous avons fondé les Maisons de la Sagesse, traduire cette association dont je parlais au début. Bon, l'histoire contemporaine a quand même engendré ce nouveau type d'êtres humains. Hein. Camp de concentration par les ennemis, camp d'internement par les amis. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on tente de faire bouger ça? Enfin, je pense d'abord qu'il faut faire bouger ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe, on ne peut pas rester indifférent au fait que la mer Méditerranée devienne une mort Méditerranée, par exemple. Ça n'est pas possible. On aura honte devant nos enfants et nos petits-enfants. On ne peut pas laisser ça comme ça. Bon. Ça, c'est le premier point, donc agissons. Alors, on fait ce qu'on peut, il faudrait mieux faire même ce qu'on ne peut pas. Mais bon. Et le deuxième point qui me semble important, c'est ce qu'Hannah Arendt dit ensuite. Elle dit, au fond, les réfugiés qui vont de pays en pays représentent une avant-garde. Ça, c'est assez beau. C'est beau. Elle dit, et pour une fois, les Juifs ne sont pas en retard. Pour une fois, les Juifs ont fait une avant-garde. Bon. Mais voilà, les réfugiés sont une avant-garde de leur peuple. C'est extraordinaire. Alors peuple, je ne sais pas trop là, j'enlève bien les trois derniers mots. Hein. Mais les réfugiés sont une avant-garde. Ça, c'est assez beau. Et moyennant quoi, il faut bien partir, non pas du fait qu'il y a un peuple, une langue, un universel du genre logos grec, mais qu'il y a un pluriel, tout le temps. Et c'est ce que Hannah Arendt dit avec, dans un très beau texte qui s'intitule « La pluralité des langues ». Il ne faut pas partir philosophiquement, puisque je suis philosophe. Je ne pars plus et je ne partirai jamais, d'ailleurs je ne suis jamais partie, mais je ne partirai jamais d'une phrase du genre
Heidegger, d'une phrase heideggerienne du genre Es gibt sein, il y a de l'être. Mais en revanche, je partirais volontiers d'une phrase de Humboldt qui dit il y a des langues. Donc je n'ai jamais rencontré le langage, je n'ai jamais rencontré que des langues. Bon, il y a des langues et non pas il y a de l'être. Et Es gibt, ça donne, l'être donne. Non, il y a des langues, voilà. Et donc à partir de cette constat, enfin de ce constat qu'on pourrait dire premier, eh bien on refabrique une politique, ou on fabrique une politique véritablement de la diversité, et ce que Hannah Arendt appelle, je trouve d'une phrase magnifique, elle dit, voilà, c'est la chancelante équivocité du monde. Et ça, je trouve ça très beau. Je trouve ça d'ailleurs que ça, pour moi, ça résonne avec ce que Lacan dit de ce que c'est qu'une langue. Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. Eh bien, le monde, c'est la chancelante équivocité du monde. Et c'est si vous voulez, un chancellement au carré, une équivoque au carré. Voilà. Donc, les langues sont équivoques, et le monde, c'est la pluralité des langues, donc la pluralité de ces équivoques, la diversité de ces équivoques. Et c'est pour ça que j'ai fait un dictionnaire des intraduisibles. Les maisons de la sagesse, bon, on a repris ce mot de Beit Halikma, la manière dont à Bagdad, au VIe siècle, et puis après, en Iran un peu avant, se fabriquaient des lieux où confluaient, enfin des lieux autour de la traduction, où confluaient les caravanes, mais les caravanes des savoirs aussi, c'est-à-dire les générations, les sciences, etc., et où se fabriquaient les cultures, en passant d'une langue à l'autre, et où se fabriquaient les sciences. Je veux dire qu'on ne comprendrait rien, par exemple à la médecine, si on ne voyait pas quel trajet elle a fait depuis la Grèce, en passant par justement le Bagdad, et par Cordoue, etc. Bon, donc c'est comme ça que ça se constitue, on va dire au moins chez nous, je ne sais pas ce que ça veut dire nous, mais disons dans la culture autour de la Méditerranée. Bon, comme ça que ça s'est fait. Donc voilà, ces maisons de la sagesse sont, pour l'instant, enfin on s'est demandé, mais qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? Et aujourd'hui, autour de la traduction, les maisons de la sagesse n'ont pas de porte et pas de fenêtre, ce ne sont pas des maisons, ce sont des dispositifs. C'est au fond, les maisons de la sagesse, pour moi, c'est un réseau de lieux et d'actions. Et c'est comme ça qu'on essaye de fabriquer ça. Donc, par exemple, en France, on est implanté à Aubervilliers, on est implanté à Marseille, et dans des lieux extrêmement divers. Et tout ça commence juste. Hein. Mais donc, voilà, les actions qu'on a mises en train, c'est les glossaires de la bureaucratie, par exemple, glossaire de la bureaucratie française au moment de l'accueil. Ensuite, c'est quelque chose d'encore plus fou, qui est des banques culturelles, des banques musées. Bouger l'idée de banque, modifier l'idée de banque et modifier l'idée de musée. En proposant sur le modèle de banques culturelles qui ont eu lieu en Afrique, par exemple, au Mali, qui étaient comme des mondes piétés, des espèces de mondes piétés, c'est-à-dire contre un objet dont on racontait un objet et son récit. On recevait un petit pécule et on pouvait acheter des poules et vendre des œufs, bon, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, ça serait quoi chez nous, ça? Eh bien, ça serait... on travaille avec des organismes de microcrédit, l'ADI par exemple, qui est un organisme de microcrédit à Marseille et à Aubervilliers, et on essaye de voir comment les gens qui ont reçu un microcrédit peuvent montrer la manière dont ils sont insérés grâce à ce microcrédit dans la société. Si vous voulez, c'est le moment de l'intégration et pas le moment de l'accueil, quelle que soit l'horreur de ce mot. Et donc, par exemple, je prends un exemple, sinon on ne va rien comprendre. Par exemple, un restaurateur à Marseille
un restaurateur berbère, a ouvert un restaurant qui s'appelle Un Mexicain à Marseille. Un restaurateur berbère qui ouvre un restaurant qui s'appelle Un Mexicain à Marseille. Bon, on va le voir, on lui dit, mais alors, est-ce que tu peux est-ce qu'il y a un objet qui raconterait ton parcours? Il dit, oui, oui. Et il nous donne un tableau qui était dans son restaurant, qui représente une main de Fatma, mais une main de Fatma qu'il a demandé à une artiste d'Aix de faire comme si elle était Frida Kahlo. Donc on a une main de Fatma qui est absolument mexicaine, qui ressemble absolument pas à une main de Fatma, mais qui est quand même une main de Fatma. Et quand il raconte ce tableau, eh bien, il dit tout son parcours. Donc l'idée d'une banque culturelle, c'est un lieu où, avec des objets, on raconte des vies et on valorise des objets sans valeur, c'est-à-dire qui n'ont pas de valeur marchande, mais qui ont une valeur de témoignage, de symptômes, de symboles, et avec un récit d'objets, une biographie d'objets, qui vient là pour expliquer dans quel monde on vit et comment ça se fait. Et donc, par exemple, c'est dans ce cadre que l'exposition que je vais faire à la Vieille Charité à Marseille sur les objets migrateurs se pense. On va trouver des objets migrateurs archéologiques, parce qu'il y a un magnifique musée d'archéologie à la Vieille Charité, donc on a pris des objets qui sont des témoins de déplacement et qui ont eux-mêmes un récit complexe. Et puis on prend des objets d'aujourd'hui avec les migrants d'aujourd'hui et on essaye de mettre en rapport ces objets et de les faire percevoir. Bon voilà, avec aussi des œuvres d'artistes, mais voilà, c'est comme ça. À Aubervilliers, on est en train de travailler avec le département des arts de l'islam au Louvre. Des gens d'Aubervilliers vont voir les départements des arts de l'islam, visitent comme ça, font des visites avec les conservateurs et puis choisissent des objets qui leur parlent, qui leur disent quelque chose. Et ils retravaillent ces objets, ils en proposent des équivalents à Aubervilliers et ils font aussi des vraies réflexions du genre mais alors dans les arts de l'islam, très intéressant, mais il n'y a pas d'objet africain. Mais comment ça se fait? Ah ben, on n'est pas là non plus. Bon. Et aussitôt, des choses mais énormes se voient. Des manques énormes, des distorsions. Par la participation de ces gens. Ouais. Évidemment. Et là, on est en train de fabriquer une exposition qui va donc être entre le Louvre et Aubervilliers et sur la ligne de métro qui relie le Louvre à Aubervilliers dans les stations de métro. Voilà. Donc ça, c'est des banques culturelles. On appelle ça banques culturelles, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que ça puisse aider au moyen d'un microcrédit. Pour Aubervilliers, ce n'est pas tout à fait le cas. Enfin, on voit comment ça peut se passer. Et surtout que les objets aient une biographie, qu'on comprenne comment ça fonctionne, et qu'on comprenne comment ça fonctionne par rapport aux gens qui les utilisent ou qui les possèdent ou qui les ont vus. Voilà, donc ça c'est le deuxième truc. Et le troisième type de dispositif, c'est ce dont tu parlais il y a un instant, les intraduisibles des trois monothéismes. C'est-à-dire que là, je cherche à débloquer l'endroit le plus atroce, qui est l'endroit des fondamentalismes par excellence. Et je cherche à travailler à partir de la Torah, de la Bible et du Coran, dans leur langue. Comment est-ce qu'on dit Dieu? Comment est-ce qu'on dit l'autre? Comment on dit croire? Pourquoi vendredi, samedi, dimanche? Et de faire ça dans des séminaires qui sont publics. Et par exemple à Marseille, on en a fait devant les lycées confessionnels, avec les lycées juifs et les lycées arabes de Marseille, bon, et pas arabes mais musulmans. Et donc, voilà, tout ça bouge, s'agite. Comment ça s'est passé? Très très bien, très bien. Mais c'est très bien si les gens qui font ça sont bien. C'est-à-dire qu'il y avait Souleymane Bachir Diagne, qui est quelqu'un avec qui je travaille le plus possible.
Et donc, évidemment, c'était très bien. Dans ton livre Éloge de la traduction, tu évoques que tu t'es rendu à la jungle de Calais. Oui. Hein? Oui. Donc, où il y a cette belle photo. Oui, que c'est toi qui l'as prise, oui. Hein, sur la l'école dans toutes les langues, là, oui. Et tu es allé après les démantèlements de la jungle? Oui, c'était au moment du démantèlement de la zone sud. C'était atroce. C'était atroce d'abord parce qu'il y avait une énorme zone, la zone du démantèlement proprement dite, qui ressemblait à une zone après tsunami, ou après, enfin, il y avait comme ça une petite poupée qui émergeait, une petite chaussure, et tout ça, et des tas d'ordures fumantes. Donc, il restait cette plaque de l'école. Oui, il restait cette plaque et il restait l'école. Et donc j'ai été à l'école, parce que l'école, elle avait été inaugurée peu de temps avant, et très célébrée, et elle avait été construite par des gens du lieu. Hein. Et, pas du tout par les autorités. Non, non. Et je pense que les autorités, en l'occurrence, s'attendaient à ce que l'école, qui était tout au bout, et il fallait traverser un énorme no man's land, justement démantelée, soit déserte. Donc moi, je m'y suis rendue, et j'ai vu, bon, il y avait encore des enseignants et des élèves dans cette école. Et il y avait même quelqu'un qui... Alors, il y avait un réparateur de bicyclettes, c'est très important, et il y avait quelqu'un qui enregistrait les récits, et les récits d'objets aussi. Donc, ça se faisait là-bas aussi. Et j'ai vu arriver des voitures noires, deux voitures noires, avec des gens en cravate qui sont sortis, et l'un d'entre eux m'a dit « Vous êtes journaliste ?» J'ai dit « Non, je suis philosophe. » Alors, j'ai un peu peur. Et puis, je crois, je ne sais pas comment j'ai su ou je lui ai demandé, c'était le sous-préfet nouveau qui venait voir et qui s'attendait à ce qu'il n'y ait plus rien. Et moi, je lui ai dit « Bien entendu, monsieur le préfet ou monsieur le sous-préfet, bien entendu, vous avez organisé le ramassage scolaire, puisque... » Voilà. Bon, c'était fou, quoi. C'est très joli cette photo, on montrera, parce que c'est écrit en plusieurs langues, l'école. C'est Pashtun, etc., et arabe, des langues qu'on ne connaît pas forcément. Oui. Anglais, school. Oui. Barbara, pour finir notre entretien et rejoindre notre thème, s'il te fallait trouver un dénominateur commun à tous les exils possibles, c'est-à-dire tout ce que l'histoire a décrit, que tu travailles, est-ce que tu arriverais à trouver un dire des exils, quelque chose qui pourrait être un dénominateur commun à tous les exils? Oui, je pense que moi je le chercherais du côté de la langue et du côté du fait que d'une manière ou d'une autre, il faut changer de langue. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder la sienne, mais il y a un travail à faire pour arriver. Y compris quand on est et on meurt sur place. En exil chez soi. En exil chez soi. Si tu regardes, pour moi, l'exemple type de l'exil chez soi, c'est Klemperer. Klemperer, qui était dans la maison des Juifs, qui n'a jamais quitté l'Allemagne nazie, et qui a vu se transformer la langue allemande, et qui l'a dit comme ça, LTI, Lingua Tertii Imperii, c'est la langue du Troisième Reich. Et par exemple, il a dit, tiens, qui vient de dire il faudrait que je m'organise un peu de tabac? C'est moi. Organiser. Organisierung. Voilà. Ça, c'était un mot nazi. Moi, je ne peux plus l'employer. Et je trouve ça magnifique, sa manière de dire. Et qui a dit qu'il fallait qu'il s'organise un peu de tabac? Ah, c'est moi. Bon, voilà. Ça, c'est l'exil.